Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. La voie à ma droite est réservée aux... Réponse A, camion. Réponse B, bus. Alors, tu peux remarquer que la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues épaisses. Donc, ces lignes discontinues épaisses viennent matérialiser la présence d'une voie qui est réservée. Alors ici, comment on peut savoir que cette voie est réservée au bus ? C'est simple, il y a un indice, il y a un arrêt de bus juste ici. Donc, effectivement, cette voie est réservée au bus. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va sortir d'un tunnel. Donc, souvent, surtout lorsqu'il fait beau, lors d'un sortie de tunnel, tu vas être ébloui. Alors, bien sûr, il va falloir ralentir, mais pas que. Pour éviter l'éblouissement, tu as plusieurs moyens. Tout d'abord, celui de rabattre le pare-soleil. Ensuite, tu peux également mettre des lunettes de soleil quelques mètres avant la sortie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Dans cette rue, je risque de rencontrer réponse A, des vélos en sens inverse. Réponse B, des motocyclettes en sens inverse. Alors ici, comme tu peux le voir à gauche sur la signalisation donc horizontale au sol, on a une voie réservée. Et on a un petit pictogramme, ici c'est un vélo, qui nous indique que cette voie est réservée donc au vélo. Alors, tu remarqueras que les vélos sont dans le sens contraire de ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que cette rue est à double sens cyclable pour les vélos. Donc, tu risqueras de rencontrer des vélos en sens inverse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le véhicule rouge souhaite tourner dans la rue indiquée par la flèche verte. Il doit allumer ses clignotants dans la zone. Réponse A, zone A. Réponse B, zone B. Alors, ici, le véhicule A est dans la zone A au début. S'il met son clignotant dans la zone A, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que l'autre véhicule peut mal interpréter l'intention du véhicule rouge et croire que le véhicule rouge veut tourner dans la rue où il est. Et donc s'engager sur la route principale et créer un accident.
Alors que si le véhicule rouge met son clignotant dans la zone B, là, il n'y a plus d'incompréhension. Il met son clignotant dans la zone B et il tourne à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A, non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision, en rouge. Dans cet angle mort, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 6. La détention d'un gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, la détention du gilet haute visibilité est obligatoire à bord du véhicule. Dans le cas contraire, c'est une contravention de première classe et 11 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Ce véhicule sort d'une voie privée. J'ai la priorité sur le véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, ce véhicule sort d'une voie privée. Donc, même s'il est à ma droite, il n'y a pas de priorité à droite. La priorité à droite ne vaut que si le véhicule sort d'une rue quelconque. Là, il sort d'une voie privée, ce véhicule. Donc, il n'a pas la priorité et je n'ai pas à lui céder la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. En cas de fatigue au volant, il faut, réponse A, faire une sieste, réponse B, boire un café. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait de boire un café ne va pas retirer votre état de fatigue, bien au contraire. N'oubliez pas que le café, c'est une drogue, c'est de la caféine, c'est une substance psychoactive, qui est quasiment la même que le thé, théine. Le thé, c'est de la théine. C'est aussi la même que certains médicaments comme la codéine. Vous voyez, caféine, théine, codéine, c'est quasiment les mêmes drogues. Donc ils vont vous donner juste un petit effet de boost qui va durer 10-15 minutes. Mais ensuite, l'état de fatigue va revenir. Donc le mieux, quand on est dans un état de fatigue, c'est de
faire une sieste, c'est-à-dire dormir, même 10 ou 15 minutes. Ça va être beaucoup plus réparateur que de boire un boost, c'est-à-dire une boisson énergisante. Donc, ici, en cas de fatigue au volant, il faut faire une sieste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. J'aperçois ce message dans un tunnel. Réponse A, je m'arrête. Réponse B, je fais demi-tour. Réponse C, je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, comme vous le voyez ici, il y a écrit évacuer. Alors, évacuer, ça veut dire quoi? Évacuer, ça veut dire prendre les issues de secours. Souvenez-vous, dans un tunnel, il est strictement interdit de faire demi-tour. Donc là, ce que je fais, quand je vois ça, j'arrête le véhicule et je me dirige vers l'issue de secours la plus proche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans un tunnel, vous allez repérer les issues de secours comme ça. Ça ressemble à ça quand vous regardez une issue de secours de l'extérieur. Donc c'est vert. Lorsque vous poussez la porte, donc vous allez vous retrouver dans des tunnels. Voilà. Après vous suivez les indications et ça va vous ramener en fait dehors, à l'extérieur. Alors, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les niches de sécurité. Les niches de sécurité, elles sont oranges. Et en fait, à l'intérieur, c'est juste une salle. Il n'y a rien dedans, c'est une pièce. Enfin, il n'y a rien dedans. Il y a un poste d'appel d'urgence et il y a un extincteur. C'est tout. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 10. La pression des pneus a une influence sur la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vérification de la pression des pneus doit être réalisée. C. Tous les ans. D. Tous les mois. Alors effectivement, un pneu sous-gonflé va augmenter de manière significative la consommation de carburant. La vérification de la pression des pneus doit être réalisée environ tous les mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 11. Les forces de l'ordre peuvent contrôler l'alcoolémie d'un conducteur à tout moment. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question elle est très intéressante parce que beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut une raison pour la police afin de réaliser un dépistage d'alcoolémie. Eh bien non, ils peuvent réaliser un dépistage d'alcoolémie ou de stupéfiants à tout moment, quand bon leur semble. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des situations où ils sont obligés d'effectuer un test d'alcoolémie ou de stupéfiants. C'est lorsqu'il y a un accident avec dommage corporel. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que les forces de l'ordre peuvent contrôler l'alcoolémie d'un conducteur à tout moment? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je suis bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, quelle est la procédure pour tourner à la sortie de gauche dans un carrefour à sens giratoire? Tout d'abord, on se met sur la voie de gauche. Une fois arrivé au marquage au sol du céder le passage, je m'assure qu'il n'y a personne dans le sens giratoire, car je dois céder le passage au véhicule venant de gauche. Je m'engage dans le sens giratoire en prenant la voie de gauche du sens giratoire. Une fois arrivé à la portion qui clignote, je vais commencer à m'engager sur la voie de droite du sens giratoire. Avant ça, comme je change de voie, j'effectue mes contrôles. Rétroviseur droit, puis angle mort droit. S'il n'y a personne sur cette voie, je mets mon clignotant, je m'engage sur la voie de droite du sens giratoire. Une fois arrivé dans la rue dans laquelle je veux tourner, encore une fois, je dois effectuer 2 contrôles. Tout d'abord, le contrôle à gauche, pour m'assurer que personne va venir me couper la trajectoire. Donc, rétro-gauche plus angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit, rétro-droit plus angle mort droit. Une fois que je me suis assuré qu'une personne ne vient à gauche ni à droite, je tourne dans la rue. Eh bien, comme vous le voyez ici, on est déjà placé à gauche, donc on est très bien placé pour prendre la sortie de gauche au carrefour. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. À bord d'un véhicule, porter sa ceinture de sécurité est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'encours une amende si je ne la porte pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la ceinture de sécurité est strictement obligatoire pour le conducteur et également les passagers à bord d'un véhicule. Si je ne la porte pas en tant que conducteur, j'encours une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est une contravention de 4e classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 14. Si je ne peux pas présenter mon permis lors d'un contrôle de police, je dois alors le présenter dans un délai de réponse A, 5 jours, réponse B, 10 jours. Alors, il peut arriver que lors d'un contrôle de police, tu n'aies pas tes papiers. Alors, sache que ton permis, tu pourras le présenter en général au commissariat sous un délai de 5 jours. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route.
Comment savoir sur quel type de route je roule en général? Eh ben, on regarde les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche? Ben, on voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là, on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Hein? Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici la signalisation montre donc un panneau d'interdiction de vitesse maximale, ici 50 km/h, qui est accompagné d'un panonceau. Donc d'un panonceau affichant une motocyclette, attention, et non pas un cyclomoteur, une motocyclette, avec indiqué en interfile. Donc, les panonceaux, comme vous le savez, sont là pour préciser les panneaux. C'est une précision. Donc, que nous dit cette signalisation? Elle nous dit que les motos en interfile ne doivent pas dépasser 50 km/h. Ils ont le droit d'être en interfile, mais ils ne peuvent pas dépasser en interfile la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Voilà. Ce panneau, enfin le panneau de limitation de vitesse, ne concerne pas les autres usagers de la route. Ici, en tout cas, les véhicules à moteur. Donc, il ne concerne pas les voitures et les camions et même les motos. Ce panneau concerne seulement ce qui est indiqué dans le panonceau, c'est-à-dire les motocyclettes en interfile. Voilà. Donc, la vitesse maximale autorisée n'est pas de 50 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Quels sont les moyens de déplacement non polluants? Réponse A, le vélo. Réponse B, la trottinette. Réponse C, la voiture. Alors ici, bien sûr, comme moyen de déplacement non polluant,
on aura tout d'abord le vélo, et puis la trottinette. Bien sûr, la voiture ne sera pas un moyen de déplacement non polluant, car il émet du CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 18. Dans cette situation, je suis. Réponse A, dans une issue de secours. Réponse B, dans une niche de sécurité. Alors, question très intéressante parce que dans la plupart des cas, vous avez très peu d'informations sur ce qu'il y a dans un tunnel. Alors, il faut savoir, c'est que quand on est dans un tunnel, il peut se passer plein de choses. Notre voiture, elle peut tomber en panne. Il peut aussi y avoir, je sais pas, un voyant rouge qui s'allume. Il peut y avoir aussi, votre voiture peut prendre feu, par exemple. Ou peut avoir un dégagement de fumée. Et dans ce cas-là, il va falloir s'arrêter dans un endroit qui est consacré. Alors pour ça, vous allez voir, vous allez avoir ce qu'on appelle des niches de sécurité. Ces niches de sécurité, elles seront indiquées par ces panneaux-là. Donc c'est les panneaux d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une niche de sécurité ? En général, il y a deux choses. Vous avez des extincteurs et vous avez un poste d'appel. Attention, c'est pas un poste téléphonique, c'est pas une cabine téléphonique, c'est un poste d'appel d'urgence. Hein. Donc lorsque vous décrochez le téléphone, vous êtes directement mis en relation avec un agent de sécurité. Alors, ne pas confondre niche de sécurité et issue de secours. Une niche de sécurité, c'est une niche. Il n'y a pas d'issue de secours dans la niche. Une issue de secours, en fait, elle vous permet de sortir du tunnel. Donc à l'intérieur de l'issue de secours, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas d'extincteur. Hein, ce sera des tunnels qui vous amèneront à l'extérieur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Le feu est vert, donc on passe, on ne laisse pas le passage aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route ? On est sur une route à double essence avec créneau de dépassement. Donc, créneau de dépassement, c'est la voie de gauche. Ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion ? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses
B et C. Question numéro 21. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C, 54 mètres, réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors clairement ici, c'était une question de cours pur et dur. Donc si vous voulez savoir comment on calcule une distance de freinage, je vous invite à aller sur le lien en description et de choisir la formule qui vous convient. Question numéro 22. Question numéro 30. L'aide au stationnement ou parc assist vous permet de ne plus faire vos contrôles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le parc assist est une aide active à la conduite. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus à faire vos contrôles. Bien sûr que vous avez à faire vos contrôles. Donc, tout ce qui concerne... Alors attention parce que aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, vous avez toujours 2 à 3 questions sur les aides à la conduite. Donc, je vous conseille vivement de regarder le cours de la formation, ou si vous voulez pas prendre de la formation, de regarder précisément toutes, je dis bien, toutes les aides à la conduite qu'on peut retrouver dans une voiture. Et de manière assez précise, parce que parfois les questions sont très difficiles. Il y a certaines questions qui rentrent réellement dans une réelle compréhension du sujet. Voilà, donc effectivement ici, dans notre question... l'aide au stationnement vous permet de ne plus faire vos contrôles? Bien évidemment, non. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 23. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens, hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de
1,50 m entre mon véhicule et le cycliste? La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et je regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme le montre ce document que je vous mets à disposition, ben oui, effectivement, plus un véhicule sera lourd, plus il aura du mal à freiner. Donc, étant donné que le tramway est beaucoup plus lourd qu'une voiture, le tramway aura une distance de freinage beaucoup plus longue que celle d'une voiture. Donc, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 27. Je peux dépasser le véhicule gris. Réponse A, s'il roule lentement. Réponse B, dans tous les cas. Réponse C, s'il roule à allure normale. Alors, tu remarqueras que ici, il y a une ligne discontinue. Cette ligne-là, on appelle ça une ligne de dissuasion. Donc, c'est une ligne qui te dissuade de la franchir. Il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Par contre, il existe deux exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Sur certains véhicules, je peux démarrer la voiture à distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Démarrer le moteur à distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, maintenant dans les nouvelles voitures, on peut faire plein de choses à distance. Hein. On peut démarrer la voiture à distance, on peut ouvrir, fermer les portières à distance, on peut aussi fermer les fenêtres à distance. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 29. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, le marquage au sol ne nous empêche pas, disons, de dépasser. Mais on a juste
il y a juste une chose qui va nous empêcher ici de dépasser, c'est la visibilité. Hein, on ne voit pas ce qui se passe devant nous. Un véhicule pourrait venir en sens inverse à ce moment même. Donc, dans cette situation, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. La quantité d'alcool dans un verre standard est de réponse A, 20 grammes, réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse C, 2, réponse D, 10. Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 31. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A, 90 km/h, B, 110 km/h, C, 80 km/h, D, 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans l'information, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça.
Hein. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça, ce sont vraiment des questions récurrentes pour le nouveau code de la route, nouvelle réforme. Faut vraiment que vous maîtrisiez ce sujet-là. Alors, avant toute chose, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est un temps qui est égal à 1 seconde. Tout le monde a ce temps de réaction-là, dans des conditions normales, bien sûr. Faut pas avoir bu, ni fumé, ni avoir pris de la drogue. Donc, le temps de réaction est d'environ 1 seconde pour un être humain. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Tout d'abord, vous allez percevoir un danger. Ensuite, vous allez analyser le danger. Ensuite, vous allez prendre une décision. Et enfin, vous allez agir suite à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A pour agir. Alors, pendant ce temps de réaction qui dure 1 seconde, lui, votre véhicule, il continue d'avancer. Donc, effectivement, plus votre vitesse sera élevée, plus le temps parcouru pendant ce temps de réaction va être grande. Regardez ce document, par exemple, à 50 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 15 mètres. À 80 km/h, la distance parcourue est de 24 mètres. Et à 130, elle est de 40 mètres. Donc ici, pour répondre à la question, plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Hors probatoire, j'ai réalisé une infraction ayant entraîné la perte d'un point. Je peux récupérer ce point automatiquement dans réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans. En probatoire, je viens de commettre une infraction ayant entraîné une perte de 3 points. Réponse C, je dois réaliser un stage. Réponse D, je vais recevoir une lettre 48N. Alors ici, vous retrouverez donc le tableau de récupération de points pour les permis hors probatoire. Et donc quand on vient de perdre un point, on pourra le récupérer automatiquement si on ne commet aucune autre infraction entre-temps au bout de 6 mois. Si vous êtes en probatoire et que vous commettez une infraction ayant entraîné la perte de 3 points, alors vous serez dans l'obligation de réaliser un stage après avoir reçu la lettre 48N. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses C et D.
Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 35. L'indice le plus important est réponse A, l'indice A, réponse B, l'indice B. Dans ce contexte, je ralentis. Oui, réponse C, non, réponse D. Ben ici, tu vois, on a en A un homme avec une sorte de chien un stop. Donc déjà, cet usager vulnérable est dans un endroit inapproprié. En B, on a en fait au loin une voiture qui arrive, donc en sens inverse, qui n'est pas sur notre voie. Donc ici, en fait, l'indice le plus important sera donc l'indice A pour deux raisons. Déjà, d'une, pour sa proximité. Et deuxièmement, parce qu'on a un usager vulnérable, donc avec des zones d'incertitude, avec une zone d'incertitude beaucoup plus grande. Ensuite, dans ce contexte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ralentis? Bah, là, on va ralentir, parce que étant donné qu'on est avec des usagers vulnérables avec deux zones d'incertitude différentes, on ne sait pas comment le chien et l'homme vont réagir. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. Sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc si vous avez fait une erreur sur cette question, je vous incite vivement à aller dans l'information que vous trouverez en lien dans la description. Sur ce, alors déjà je vais vous montrer le document qui montre en fait les vitesses maximales autorisées selon les conditions atmosphériques, selon que vous soyez en probatoire ou non, la visibilité et selon le type de route. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas les données qu'il y a dans le tableau. C'est déjà de savoir sur quelle route on est. D'accord? Donc, si on revient sur notre contexte, comment est-ce qu'on peut savoir si on est sur une route à chaussée séparée, si on est sur une route à double sens, si on est sur une route à double sens avec créneau de dépassement, ou si on est sur une autoroute. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans l'information ou même sur les vidéos YouTube. C'est très très simple. Il faut regarder les lignes de rive sur la voie de gauche. Regardez là sur la voie de gauche les lignes de rive. Les lignes de rive sont discontinues sur la voie de gauche. Étant donné qu'elles sont discontinues, on est sur une route à double sens. Sinon, si on était sur une deux voies, donc c'est-à-dire sur une route à double sens avec créneau de dépassement, alors, on aurait eu une ligne continue. Du fait qu'on n'ait pas de ligne continue, cela signifie qu'on est sur une route à double sens. Donc ici, si on revient au tableau, on est sur une route à double sens, la vitesse maximale autorisée dans des conditions atmosphériques normales est de 80 km/h. Donc la bonne réponse ici est la réponse A.
Question numéro 37. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité, et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique,
qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Question numéro 39. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 40. Cette commande permet A. D'ajuster la hauteur des feux, B. D'ajuster la hauteur des roues. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.